Bienvenue dans ce nouvel épisode de Groove and Résilience mon invité d'aujourd'hui a été journaliste, animateur télé, ceci pendant 14 ans sur TF1 et puis après un burn-out, il change de métier et il devient sophrologue. C'est aujourd'hui un coach reconnu puisqu'il a aidé de nombreux artistes, notamment dans l'émission The Voice, à gérer leur émotion face à la pression. Il est auteur aujourd'hui de plusieurs ouvrages sur le thème de la sophrologie et du développement personnel et il vit aujourd'hui en Asie, où il approfondit ses connaissances auprès d'un maître tai chi et où aussi il organise ce qu'il appelle des chemins de déconnexion et de reconnexion au cœur de la forêt tropicale. Il conjugue les bienfaits de la nature avec ceux de la sophrologie, de la méditation et du coaching. C'est tout un programme et il nous en parlera. Et mon invité du jour s'appelle Alain Lancelot. Alain, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour ce podcast avec, je l'ai vu, toujours des sujets très intéressants. Et surtout, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup dans la période actuelle. Bah écoute, je suis ravi de te l'entendre dire et je suis également ravi de te recevoir dans le cadre de cet épisode pour parler de résilience parce que toi tu écris beaucoup, notamment sur le sujet du bien-être, tu écris beaucoup sur le sujet de la sophrologie. En préparation de cette émission, tu m'avais dit que l'écriture était pour toi aussi un moyen de vivre ta propre résilience. Peut-être aussi une solution pour toi pour mieux vivre. Donc on en parlera, notamment dans le cadre de cette émission. Et je voudrais commencer par une première question que je pose à l'ensemble de mes invités qui veulent aussi mieux te connaître. Quand je te parle de résilience, Alain, comment ce concept aujourd'hui traverse ta vie et peut-être l'a-t-il aussi traversé pendant les dernières années? Alors, je pense que la résilience, c'est en fait la vie qui nous l'apprend. D'accord. Déjà, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même si on est très heureux, pour moi, le bonheur, c'est des petits bouts de bonheur qui sont utiles lorsqu'il y a effectivement des déconvenues. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des heurts. Et quelque part, ce sont ces heurts qui nous permettent de remonter. Mais justement, parce qu'on est résilient. Donc, pour moi, c'est d'abord la vie qui nous apprend ce qu'est la résilience. Et puis après, c'est le travail que l'on fait pour être résilient. Et pour tout dire, je suis toujours un peu gêné en ce moment quand on parle de résilience parce que on en parle partout et pour tout. Partout, on voit des magazines. Alors, je les vois pas ici en Asie, mais j'en entends parler sur les réseaux ou autres. Et puis, on a l'impression qu'être résilient, c'est une solution pour tout sans avoir à travailler. Ouais. Et j'ai même des personnes que je suis qui me disent « Ah, mais vous savez, là, j'ai eu un gros problème, mais bon, vous le savez, je suis résilient ou résiliente. » Et quand je leur demande la définition, ils sont incapables de me dire ce que ça veut dire. Ouais. Parce que c'est devenu une sorte de mode, entre guillemets, de dire bon, au faut être résilient. Donc, le danger pour moi, c'est parfois des personnes qui se disent je subis un traumatisme, je subis un choc, mais comme je suis résilient, sans trop savoir ce que c'est, mais parce qu'ils en ont entendu parler, je vais pouvoir m'en sortir, sans aller dans le fond du sujet. D'accord. Et pour moi, la résilience, c'est ça, c'est un travail, parce que être résilient, on le sait, être résilient, c'est, je crois que c'est au XVIIe siècle qu'on en a parlé la première fois, le philosophe anglais Francis Bacon. Et le sens, c'est rebondir, se ressaisir, se redresser. C'est pour ça qu'au début, c'était aussi la capacité des métaux à résister au choc. Ouais. Et puis, le premier qui en a vraiment parlé, et c'est comme ça, moi, que j'ai entendu parler de ce mot. Avant, j'utilisais plutôt adaptation, prévention. Eh bien, c'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui en a parlé, qui a mis ce concept dans la psychologie. Donc, par rapport aux gens. Et il a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « C'est la culture de l'épanouissement et non celle de la performance. » C'est-à-dire que la résilience, ça s'apprend. C'est comme le stress. On n'est pas tous, on vit pas tous le stress de la même manière. Complètement. Et ben la résilience, c'est la même chose. Certains vont être plus résilients tout de suite parce que c'est dans la culture. On en parlait avant d'être à l'antenne. Ici en Asie, on a la culture de cette résilience, notamment ici à Taïwan, parce qu'on est sur une île, par exemple, où il y a des tremblements de terre. Et bien, on a appris
à être résilient devant. On peut pas arrêter un tremblement de terre. Il arrive, peut-être que là, nous sommes en train de parler et qu'il va y avoir un tremblement de terre. C'est possible. Au début, ça fait peur. Et puis après, on s'habitue. Mais dans le bon sens. C'est-à-dire que on se prépare à ça, on accepte. Je pense que dans la résilience, le terme d'acceptation est important, c'est-à-dire accepter ce qui ne peut pas être changé et voir comment je peux m'adapter à celui-ci. Ouais, je comprends. Mais tu parles d'un travail, parce que tu parles d'un travail voilà, à faire sur soi pour s'adapter. Dans ce que j'entends, comment tu abordes ce travail et quelle serait pour toi, pour ceux qui nous écoutent, la première étape dans le cadre d'un travail à faire sur sa propre résilience pour faire face à l'adversité? Alors, je pense que c'est déjà l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que souvent, quand il nous arrive une tuile, mais tout le monde, on se dit oh non, c'est pas possible, on n'accepte pas. Mais comment voulez-vous travailler sur quelque chose, comment voulez-vous devenir résilient sur quelque chose si vous ne l'acceptez pas? J'ai suivi parfois des personnes qui avaient des maladies lourdes, puisqu'en sophrologie, c'est pas une technique de guérison du tout, c'est juste un accompagnement, accompagnement d'un traitement médical. Et je voyais bien que la différence, c'était lorsqu'une personne acceptait sa maladie. Mais ça prend un temps, l'acceptation, c'est un vrai grand travail spirituel, philosophique. Et une fois que c'était accepté, eh ben, on pouvait commencer à travailler dessus. Mais c'est la même chose, une rupture, un décès, perdre un emploi. Dans ma vie à la télévision, j'ai eu des moments où j'ai eu des chaînes, des émissions qui sont arrêtées d'un seul coup. Comment on fait pour... on n'accepte pas au début, on dit « Oh, c'est pas juste ». Mais là, on peut pas faire de travail. Donc pour moi, la première des choses, c'est déjà l'acceptation de ce qui est. C'est comme ça ne peut pas changer. Par contre, ce qui peut changer, c'est notre manière de voir les choses, notre manière de réagir à cette chose qui peut être insupportable. Ça prend plus ou moins de temps, selon bien évidemment la gravité de ce qui arrive, le traumatisme on va dire, et puis selon notre caractère à nous. Mais chacun peut faire quelque chose. Donc pour moi, c'est déjà l'acceptation. Après, il faut avoir une bonne estime de soi, parce que pour aller chercher ça, on va aller chercher dans nos capacités, nos ressources. Mais pour aller les chercher, il faut en être conscient. Et si on n'a pas une bonne estime de soi, bon, de toute façon, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je suis bon à rien ou je vais pas y arriver. Et donc, on se met pas dans une position entre guillemets positive. On va pas se mettre dans l'action. Donc c'est vraiment cette notion d'estime de soi qu'il faut travailler pour travailler la confiance en soi après, la gestion des émotions, parce que être face à un changement ou être face à un choc, ça va entraîner des émotions. Si on se laisse déborder par ces émotions, forcément, on n'arrivera pas à prendre du recul par rapport à ce qui arrive. Donc, la gestion des émotions est très importante. Et il y a encore deux choses, selon moi, si tu le permets, c'est savoir lâcher prise sur ce qui ne doit plus être. Parce que quand on a un choc, évidemment qu'au début, c'est normal, on ressasse les choses. Ah, si j'avais fait ça, mais pourquoi, comment? Mais sur le long terme, c'est pas possible d'avancer si on est toujours sur le passé. Donc, c'est travailler sur le moment présent. C'est laisser la place au nouveau. Et pour moi, c'est ça la résilience, c'est laisser la place au nouveau. Faire tout ce travail, et tu comprends dans mes mots que c'est important ce travail. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais il est important. Et après, on peut laisser la place au nouveau. Quand on fait un burn-out et qu'on perd beaucoup de choses, comme ça a été mon cas, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je lâche? Et c'est justement parce que je n'ai pas lâché avant certaines choses qui ne me convenaient plus, qui étaient confortables, mais qui ne me convenaient plus, que j'ai été dans une période où tout me souriait, que j'étais trop loin et que j'ai fait ce burn-out. Et comme tu le disais, moi, c'est l'écriture. À ce moment-là, j'ai écrit mon deuxième livre sur le stress. Et pourtant, je suis tombé dedans. Comme quoi. Et ben, du coup, je l'ai réécrit. Et je l'ai écrit en comment prévenir le burn-out. Et j'ai cherché à l'intérieur de moi, de ce que j'ai vécu, de comment je l'avais vécu, ce que j'aurais pu mettre en place
et ce que je n'ai pas mis en place pour quelque part dire aux autres, faites attention, ça peut vous arriver, on peut être passionné, mais il ne faut pas aller trop loin, il faut connaître ses limites. Ouais. Parce que ça c'est intéressant parce qu'à la fois tu es à la fois toi un spécialiste sur le sujet puisque tu écris, tu essaies de formaliser un peu tout ce que tu aurais pu apprendre et aussi ce que tu vis avec les personnes que tu accompagnes et tu mets ça dans des ouvrages. Mais finalement, de ces expériences, de ta propre expérience et aussi de l'expérience des autres, quand la pression, elle est finalement très forte, tu disais qu'une des premières étapes pour toi, c'est d'accepter. Voilà, d'accepter ce qui est. Et accepter ce qui est, parfois, c'est pas un travail qui est facile. La pression peut être très très forte. On peut être submergé finalement par ce qui nous arrive. Et il faut évacuer finalement ce stress, reprendre une forme de contrôle. Comment tu fais, toi, déjà à ton niveau, pour justement évacuer ce stress, reprendre ce contrôle? Et puis, quelles seraient tes recommandations pour ceux qui voudraient s'engager dans cette voie? Alors, ma réponse va être dans 2 temps, parce qu'en fait, ce que je vais dire, les recommandations, c'est ce qui me permet maintenant de ne plus jamais, jamais, jamais me laisser submerger. Donc, je ne peux pas dire ce que je fais quand je suis submergé, puisque maintenant, je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que j'ai mis des choses en place, justement, après mon burn-out, et pourtant, j'ai aussi beaucoup de choses à faire, et je fais beaucoup de choses, certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, avec la distance, avec ici le choc culturel que ça peut être de découvrir un autre mode de fonctionnement, mais je ne me laisse plus submerger. D'accord. En revanche, et c'est là où je vais arriver sur la deuxième réponse, en revanche, ne pas me laisser submerger ne veut pas dire que je ne ressens pas le stress. Simplement, au lieu de le ressentir sur j'allais dire 1 journée, 2 journées, 3 journées, et que le stress devienne toxique, c'est-à-dire sur la longueur, j'utilise des techniques pour que celui-ci me perturbe pendant, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 10 minutes selon le cas. Donc, évidemment que je suis perturbé. Une mauvaise nouvelle fait jamais plaisir. C'est faux de dire ça. Mais en revanche, eh bien, j'ai développé des techniques qui vont me permettre de faire que, au lieu de garder ce traumatisme, on va dire, cette émotion négative, même si j'aime pas le mot négatif, mais cette émotion désagréable et antiproductive dans ma tête, au lieu qu'elle reste 1 journée, elle va rester 10 minutes. Mais là, tu nous mets l'eau à la bouche, 100%, Alain. Tu nous mets l'eau à la bouche. Ah bah c'est fait exprès. Quelles sont les techniques? Alors justement, je dis en finissant ma phrase, au lieu qu'elle reste, au lieu qu'elle prenne 90% de mes pensées, je vais travailler pour qu'elle ne prenne plus que 5%. Évidemment qu'une grosse douleur, comme un deuil par exemple, comme une perte de quelque chose d'important, ça ne peut pas s'oublier. Ça, c'est important aussi, c'est l'acceptation. Ça ne peut pas, résilient ne veut pas dire oublier la réalité. Mais on va garder ça comme quelque chose qui est un point parmi plein d'autres points positifs. Alors, comment on fait? La première des choses, c'est utiliser le souffle. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous avez un choc émotionnel ou un choc réel, physique, votre souffle, vous ne respirez plus. La respiration se bloque. Et déjà, je parlais beaucoup de respiration à l'époque. Et en étant en Asie ici, je me rends compte que la respiration est encore plus importante parce que lorsqu'on travaille les arts martiaux, le tai chi ou le qigong, donc le qi, l'énergie vitale dont on parle, on se rend compte qu'on peut avoir beaucoup plus de force, aussi bien physique qu'intellectuelle, simplement grâce à un travail sur la respiration. Ça, c'était une de mes premières découvertes ici, lorsque j'ai commencé effectivement mes cours avec mon maître de tai chi. Et donc, utiliser la respiration, revenir dans sa respiration, savoir gérer sa respiration et utiliser le souffle. En sophrologie, on utilise beaucoup le souffle. Pourquoi? Parce que c'est le moyen d'exprimer ce qu'on garde à l'intérieur. Si vous gardez des choses à l'intérieur, on pourrait presque dire que c'est du poison, c'est négatif. On le sait d'ailleurs. Quand vous avez une montée d'hormones du stress, adrénaline, cortisol, le cortisol, c'est positif parce que dans les bonnes conditions, ça vous permet de réagir d'une bonne façon face à une agression extérieure. C'est la définition du stress d'ailleurs. Mais quand vous en avez trop, ça devient un poison dans votre corps.
Et quand vous faites 5 minutes de colère ou 5 minutes de débordement, votre corps va mettre 5 heures pour s'en débarrasser. Ça veut dire que si vous vous laissez entraîner par ces émotions, vous mettrez 5 heures pour vous en débarrasser. Donc, ça veut dire que votre corps est vulnérable parce que tous les anticorps, j'allais dire, vont se mettre, toutes vos défenses immunitaires vont se mettre à travailler pour libérer votre corps de cet excès de cortisol. Donc, on voit bien l'importance de ne pas laisser monter ces hormones du stress. Et donc, si on peut le faire effectivement avec la respiration, mais également en libérant, on a une technique qui s'appelle en termes sophrologie, sophro-déplacement du négatif. Alors, ça veut rien dire comme ça, surtout lorsqu'on entend, mais c'est simplement utiliser en fait la contraction du corps et le relâchement avec le souffle. D'ailleurs, on le voit bien automatiquement quand on a un grand choc. Qu'est-ce que l'on fait? On va faire oh aïe aïe, hein, on va souffler. Mais ce souffle, on va le faire 1 seconde. Et après, on va tout garder à l'intérieur. Non, l'idée, c'est de ne pas garder. L'idée, c'est de laisser sortir. Et même si on est un homme, c'est pas parce qu'on est un homme qu'il faut pas pleurer. Ça, c'est la plus grosse bêtise qu'on ait peut-être pu ancrer dans la tête des hommes. C'est surtout qu'il faut pas pleurer. Donc, ça veut dire que vous gardez. Ça veut dire que vous êtes encore plus nerveux. Ça veut dire que vous gardez. Et un jour, si vous gardez, il faut que ça sorte. Et si vous ne laissez pas sortir, ça sortira à un moment où vous ne voulez pas, ou alors ça va sortir par des maladies, par des choses diverses, par des émotions négatives, par une dépression, par plein de choses. Donc l'idée, c'est de sortir tout ça. Donc pour revenir à l'essentiel de ta question, hein, comment on fait pour reprendre le contrôle, eh ben c'est ça, c'est la respiration, le souffle, utiliser le corps aussi. Le corps est le parent pauvre dans notre civilisation. Je m'explique. Le corps, on adore l'utiliser en temps normal, lorsqu'il y a la possibilité de sortir sur les plages. On va oublier l'année 2020, du moins pour la France et l'Europe. On va se dire, oh là là, j'ai un peu trop de gras, j'ai un peu de ceci, je suis pas assez musclé. Donc on va s'en occuper, mais de façon externe. Mais l'interne, quand est-ce qu'on s'en occupe ? Dire, si vous avez de beaux abdos, c'est pas ça qui va vous empêcher de faire un AVC parce que vous êtes au bord du gouffre émotionnel. Les abdos, ça changera rien. En revanche, ce qu'il y a à l'intérieur, justement, ce chi dont on parle ici, cette énergie vitale, retrouver la balance entre le haut et le bas du corps, retrouver la balance avec ses émotions. Quand est-ce qu'on le fait, ça ? On l'oublie totalement. Et c'est cette notion qui est importante pour ne pas se laisser submerger, c'est de se dire qu'il y a ce lien entre le corps et l'esprit qui est important. Si vous êtes bloqué dans votre tête, vous serez bloqué dans votre corps. Et si votre corps est bloqué, souvent, ça fait des gens psychorigides ou des gens qui n'arrivent pas à libérer les émotions. Et donc qui sont pas en équilibre avec eux-mêmes. Et cette notion de lien corps-esprit est important pour ne pas se laisser submerger et prendre de la distance sur ces émotions. Donc, j'allais dire, de façon pratique, c'est la respiration, le corps pour libérer les émotions, mais avant que ça soit trop tard. Je comprends. Mais nous vivons... Et c'est là où on apprend ici. Nous vivons, on va dire, dans une société qui est extrêmement compliquée, ou qui nous pousse de plus en plus à la performance. Et donc les niveaux de stress sont de plus en plus élevés. Oui, mais alors je suis d'accord. Et en même temps, je vais faire une comparaison avec le stress. Je dis toujours que c'est pas parce qu'il y a du stress autour de nous qu'on est obligé de le prendre. Où est-ce qu'on a vu ça ? En entreprise, c'est pas parce que vous avez 10 000 personnes qui courent autour de vous que vous êtes obligé de le prendre. Sinon, vous allez vous rendre malade. Mais j'allais dire, on est responsable de notre santé. Sauf pour des cas extrêmes, mais on va dire qu'à 90%, on est responsable de notre santé. Si quelqu'un est malade à côté de vous, vous n'allez pas l'embrasser pour prendre sa maladie. Ou si vous l'embrassez, si vous êtes malade, vous dites, oui, je suis malade. Oui, mais je l'ai cherché entre guillemets. Hein. Ce que je veux dire, c'est que on est dans cette notion, effectivement, il faut toujours aller plus vite. Mais je crois, et plusieurs personnes
en parle aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive peut-être à des choses qui est trop fort. Et si on se disait, et si on apprenait un peu à décélérer, parce que il a été prouvé qu'un enfant que vous poussez, au bout d'un moment, il est contre-productif à l'école. Un employé que vous poussez à l'extrême, il est contre-productif dans sa société. Par contre, si vous lui permettez de prendre du temps pour lui, de prendre du recul, de créer quelque chose de positif pour lui, et donc de faire cette marche arrière, j'allais dire, eh bien vous vous rendez compte que la personne est mieux, et donc pour l'enfant, il va mieux apprendre. D'ailleurs, on le voit quand on apprend de la méditation, de la philosophie aux enfants, eh ben ils sont plus dans la concentration. C'est pas un hasard, hein. Et que dans les sociétés qui prennent le bien-être maintenant comme quelque chose d'important, le rendement est plus important. Et ça, c'est du concret, hein. Pour l'économie, c'est du concret. Je pense que l'idée, c'est de revenir à l'humain. Mais on parle aussi beaucoup plus de récupération aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on vit, qui puissent finalement se dire, mais on sait qu'on dépense une énergie phénoménale pour pouvoir mettre en place nos projets, mais comment faire pour récupérer l'énergie pour continuer à mener à bien ces projets qui nous pompent justement beaucoup d'énergie? Alors là, c'est pareil, ça dépend ce qu'on appelle, enfin c'est mon point de vue, hein, mais ça dépend ce que l'on appelle énergie. Moi, je fais beaucoup de choses, peut-être plus qu'avant quand j'étais à la télévision, mais ça me prend pas d'énergie. Hein. Okay. Ou du moins, ça me prend une bonne énergie. Pourquoi ? Parce que tout ce que je fais maintenant a du sens. Prenez, et les personnes qui nous écoutent là, posez-vous la question. Des fois, vous faites quelque chose à contre-cœur. Et des fois, vous faites des choses que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez remarqué, pour celles que vous n'avez pas envie de faire, au bout de 5 minutes, vous êtes épuisé, vous êtes lessivé. Par contre, pour celles que vous avez envie de faire, bah, on vous arrête. Et dis donc, ça fait 2 heures que tu es là-dessus. Ah bon, j'ai pas vu le temps passer. Bah, pourtant, l'énergie, c'est la même. Pourtant, c'est la même personne qui travaille. Donc, c'est bien parce que l'énergie est dispensée différemment. J'aime pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise énergie. Simplement, il y a une énergie qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Et l'idée, ça serait peut-être de retrouver du sens dans ce que l'on fait. Si vous mettez du sens à ce que vous faites, évidemment que vous allez prendre de l'énergie. Mais si cette énergie est bonne pour vous, bah, vous pouvez travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais parce que c'est une bonne énergie, vous allez être performant. Et donc, vous allez penser à prendre des pauses. Parce que vous allez dire, ah oui, là, je sais plus, tiens, je vais prendre 5 minutes de recul et je vais réfléchir à ce que je vais faire maintenant. L'idée de tout ça, pour moi, c'est pas seulement des outils qu'il faut utiliser, hein, comme tous les outils sont bons, hein. Sophrologie, tai chi, qigong, yoga, coaching, tout ça, on en a besoin. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ceci étant, ce sont des outils qui nous amènent à changer notre mode de vie. Parce que, au bout d'un moment, quand vous avez appris à gérer votre stress, bah vous prenez les choses différemment. Quand vous dites, « Ouh là là, je dépense trop d'énergie à quelque chose, mais est-ce que ça me convient vraiment ?» Et si vous vous rendez compte que ça vous convient pas, bah vous changez, vous prenez, vous dites, ouais, il faut peut-être que je change un petit peu, vous posez la question, comment je peux faire différemment? Et donc, vous repartez sur quelque chose de plus facile. Donc, l'énergie vous porte, mais elle ne vous détruit pas. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de trouver ce qui nous fait du bien. Ça c'est aussi un vrai travail, parce que tu dois le rencontrer, je le rencontre aussi dans le cadre de mes activités de coaching. On rencontre beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le sens de ce pourquoi ils travaillent, de ce pourquoi ils se lèvent, etc. Toi, comment tu abordes cette question et comment tu sais que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction ? Alors, je dirais que lorsque c'est quelque chose qui nous convient, lorsque c'est la bonne direction, les choses arrivent à vous. Puisque tu me poses la question, c'est pour avoir aussi mon retour sur mon parcours. Il y a 12 ans,
Tu m'aurais dit là, mais là donc, Alain, tu vas sortir au printemps ton 8e livre. Mais je t'aurais ri au nez, si je puis me permettre l'expression familière. J'aurais dit, mais non, n'importe quoi, je suis un homme de télévision, j'ai toujours fait ça, la scène, jamais je vais te rire. J'adore je me suis toujours intéressé au travail sur la conscience, j'ai lu des philosophes, j'ai eu pas mal de maîtres à penser, mais jamais j'aurais pensé à ça. Et puis un jour, on m'a proposé d'en écrire un. Par rapport à, justement, le premier, c'était la prise de parole et la sophrologie. Il n'existait pas. Je dis oui, pourquoi pas. Mais ça a été un vrai travail sur moi. Je me suis dit, j'en serais pas capable. Ben, on va voir. Et il se trouve que ça a fonctionné. Et après, comment j'ai su? C'est parce qu'on m'en a proposé un deuxième sur le stress. Et après, il est devenu sur le burn-out. Et après, ça m'a permis de retravailler sur d'autres choses. Et après, le 8e est arrivé sans que je me rende compte, sincèrement. Des fois, dans des interviews, on me dit donc là, sur votre 7e livre, je dis, ah oui, ça fait déjà 7. Ah oui, je vais faire le 8e. Mais je les ai pas calculés et je les calcule pas. C'est simplement parce que je reste persuadé que la fameuse loi d'attraction dont on a entendu parler et des fois qu'on a un peu, on a un peu plaisanté sur le sujet. Parce que souvent, on réduit les choses à sa plus simple expression et on oublie l'essentiel, justement. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel. Et ça fonctionne. Pour prendre quelque chose de simple, et les gens qui m'écoutent, qui me disent peut-être, oui, enfin ça c'est gentil, mais parfois il y a des matins, vous levez, vous n'avez pas l'envie. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des gens qui vous donnent envie? Non. Vous avez l'impression que tout le monde se ligue contre vous. Par contre, le lendemain, quand vous êtes en pleine forme, on vous propose des choses intéressantes. Ça vient d'où? On parlait d'énergie, ça vient d'où? C'est bien que vous développez une énergie qui attire les gens. On va dire de quelqu'un, waouh, il a ou elle a du charisme. Mais c'est quoi le charisme? C'est quelqu'un qui est en équilibre, droit dans ses bottes et qui sait ce qu'il veut. C'est pas il va pas pérorer, hein. C'est pas quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est vraiment quelqu'un qui est bien. Il y a beaucoup d'hommes sages qui ont un vrai charisme. Moi, je rencontre ici des maîtres. On sait, waouh, il y a quelque chose. Mais leur énergie elle vient de l'intérieur, ce fameux chi. Cette énergie vitale, ils sont alignés sur qui ils sont. Et que ça plaise ou non, ils continuent leur chemin. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette notion, quand on fait quelque chose qui nous convient, les choses viennent à nous. Je dis pas que c'est facile, parce qu'il faut travailler. Évidemment qu'il faut travailler. Moi, c'est tous les matins que j'ai fait des rituels. Alors ça, c'est pareil, des rituels et non pas des routines. J'entends de plus en plus de gens dire « Oh, j'ai ma routine du matin ». Alors moi, vous me proposez une routine, je fuis. Parce que la routine, on met des chaussons, des chaussons, on se met au coin du feu et puis on attend la mort. Non. Enfin, pour moi, on est d'accord, je vous propose une routine, vous n'avez pas envie d'une routine. Oh là là, mais c'est la mort d'un couple, une routine. C'est quelque chose qu'on fait sans avoir envie. En revanche, si vous mettez des rituels en place, déjà dans le mot rituel, il y a quelque chose de sacré. Donc c'est important. Et si c'est sacré, c'est de sacrer quelque chose en vous. Donc soyons créateurs de notre monde. Donc moi, le matin, j'ai mon rituel maintenant. Méditation, tai chi, qigong, sophrologie, parce qu'il y a un vrai lien entre qigong et sophrologie. Et ça, j'en parlerai sans doute prochainement, que j'ai découvert ici en travaillant ça en Asie. Mais c'est un vrai travail. Le tai chi, vous apprenez pas 37 gestes parfaits en claquant du doigt. Ça fait 2 ans que je travaille dessus et je suis encore à la découverte. Mais comme je découvre encore des choses sur la gestion du stress, sur l'humain, je pense qu'on est tous en apprentissage. La vie est un grand apprentissage. Mais tout ça aussi, j'entends effectivement ce que tu dis, de cette notion de rituel. Mais dans cette notion de rituel, pour l'avoir aussi partagé avec d'autres invités, on se rend compte aussi que ça demande aussi une certaine discipline. Pour le mettre en œuvre. Comment tu fais pour préserver cette discipline? Parce qu'on sait tous que c'est certainement le point qui est peut-être le plus compliqué à mettre en œuvre. Et je suis d'accord, mais alors je résume ça par un mot. Plaisir. Qui pourrait faire quelque chose, qui pourrait mettre un rituel en place s'il n'y a pas de plaisir?
Enfin, déjà, faudrait vraiment être masochiste pour faire des choses dont on n'a pas envie. Je dis pas que la vie nous amène pas des choses qui nous fait pas envie. Dans le travail, des fois, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie. Ben là, c'est pareil. Est-ce que ce travail est vraiment fait pour nous? Enfin, c'est toutes les questions qu'on se pose après. Maintenant, je parle de ça parce que j'ai changé aussi ma façon de vivre après ce burn-out qui m'a totalement détruit, qui m'a emmené au suicide. À la tentative de suicide, j'en parle dans mon livre, ça vous change la vie. Et c'est pour ça que je dis, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Donc l'idée, c'est, oui, on peut. Simplement, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est faire ça avec plaisir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le burn-out, le burn-out arrive vraiment quand il n'y a plus de notion de plaisir. C'est-à-dire, c'est pas une dépression, un burn-out, c'est que vous arrivez, on vous dit, je sais pas, vous adorez aller au cinéma, et quelqu'un va vous dire, tu viens au cinéma. D'habitude, vous dites, oui, j'arrive, et là, vous dites, ouais, si tu veux. C'est pas non, c'est pas oui, c'est si tu veux. Tiens, on va en forêt, si tu veux. C'est-à-dire, on n'a plus l'envie, et à partir du moment où on n'a plus l'envie, là, le stress peut prendre la mise sur vous. Et donc, je pense que c'est vraiment cette notion de plaisir. Le matin, alors évidemment, des fois, des matins, on a moins envie. Moi, des fois, le matin, j'ai pas envie de m'asseoir, de méditer, parce que des fois, c'est pas évident, parce que des fois, on pense à plein de choses. Eh ben, au lieu de me dire, je ferai ça demain, parce que ça, tu as raison, c'est ce qu'on fait souvent. Je me dis, allez, je le fais 5 minutes. 5 minutes, mais je le fais. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la répétition. L'entraînement. Pour moi, le secret de tout ça, c'est l'entraînement. Un rituel au début, on va pas avoir envie de le faire. Et des fois, on n'a pas le temps. Vraiment, quand j'ai des rendez-vous très tôt le matin, parfois, j'ai plutôt envie de rester 5 minutes de plus dans mon lit que de faire ça. Alors, je me dis, bon, allez, ça sera 2 minutes. Mais je le fais quand même. Parce que dans ma tête, j'ancre la répétition. Et tout est question de répétition, tout est question d'entraînement. Et pour moi, l'entraînement doit se faire avec plaisir. Si l'entraînement ne se fait pas avec plaisir, c'est que peut-être ce que l'on fait ne nous convient pas tout à fait. Ou peut-être parce qu'on vous a dit « Oh, fais ça pour toi, tu vas voir, c'est génial, ça va te convenir. » Mais si ça convient à l'autre, c'est pas pour ça que ça convient à nous. Donc, trouver en fait ce qui nous convient. Et d'expérience avec les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé, et que j'espère que je continuerai à travailler, quand on trouve la notion de plaisir, l'entraînement vient de façon logique. Là, j'accompagne des gens, je fais beaucoup de travail maintenant en forêt, et c'est le thème de mon prochain livre, justement, pour optimiser les bienfaits de la forêt. La forêt est déjà incroyable. Changer de regard sur la forêt, et les gens me disent, ah, mais c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. C'est apprendre à changer de point de vue. Ouais, mais comment faire ce travail? Parce que c'est une vraie question, ça, Alain. Te dire comment continuer à retrouver du plaisir dans ce que l'on fait pour pouvoir justement faire en sorte que cette discipline ne soit plus contraignante et que ce rituel devienne quelque chose voilà, qui nous fasse plaisir et qui contribue à notre bien-être. Quel est ton avis sur la question? Comment retrouver ce plaisir? Alors, il y a un moyen très simple. J'ai toujours, vous prenez une feuille de papier et puis vous mettez absolument tout ce que vous avez fait depuis, on va dire, 2 jours, parce que si je dis une semaine, c'est quand même beaucoup. Vous notez, mais tout, aller chercher le pain, rencontrer telle personne, aller au travail, faire telle chose dans mon travail, parce que parfois c'est pas le travail qui est problématique, c'est ce que vous faites au sein de votre travail. Et après, vous dites qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ne soyez pas intellectuel, soyez instinctif. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien, vous faites une deuxième colonne avec ce qui vous fait du bien. Et ça vous le gardez. Parce que vous le faites avec plaisir. Et maintenant, ce qui vous donne pas envie, à chaque fois, vous vous posez la question. Par exemple, je prends l'exemple le plus simple possible, la boulangerie. J'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? La boulangerie n'est pas sympa, le pain est pas bon, etc. Et des fois, on le garde parce que c'est plus simple d'aller là, c'est moins loin. Donc, on va continuer à satisfaire de quelque chose qui nous plaît pas.
Sauf que si vous faites ça simplement pour des petits gestes du quotidien, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous remplissez, j'allais dire, le taux le panier, non pas du Père Noël, mais le panier de choses négatives. Et au bout d'un moment, ça déborde. Mais des fois, ça vient de petites choses. Vous continuez à aller prendre un café avec une personne qui vous a convenu pendant un moment et que vous n'aimez plus. Écoutez, au bout d'un moment, dites-lui ce que vous pensez. Enfin, vous voyez, et c'est toutes ces petites choses après qui fait que vous arrivez à l'essentiel. On vous a conseillé de faire telle pratique, mais vous vous sentez pas bien dedans. Pourquoi ? Parce que j'y crois pas. À quoi vous croyez ? Oui, mais on m'a dit que c'était peut-être pas bien. Mais on vous a dit, mais ça c'est l'avis de l'autre personne. Donc vous, faites-vous confiance. Pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'estime de soi. Ah oui, ça j'ai envie de faire ça. Faites-le. Et c'est souvent parce que on met malheureusement des fois des sortes de paliers dans même les pratiques corporelles, intellectuelles, spirituelles, toutes les pratiques qu'on utilise maintenant. Des fois on dit alors ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça. Et moi ça me fait bondir. Pourtant je suis coach, je suis sophrologue, mais pour moi je vais pas dire que c'est deux outils qui sont mieux que les autres. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont adorer la sophrologie et d'autres ça va pas leur parler. Par contre le yoga va leur parler. Faites du yoga. Parce que dedans, derrière les positions, il y a une vraie philosophie de vie. C'est-à-dire ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais aller derrière. Moi, j'ai essayé le yoga à Paris. Et là, c'est le Qigong qui m'a parlé. Le Qigong qui m'a amené au Tai Chi. Parce que le travail sur le Qi, c'est ce qui complète le travail que je fais depuis des années et des années, bien avant même de faire mes livres quand j'étais à la télé, mais ça c'était en off. Tout ce travail, je trouve une vraie résonance ici. Et ici, parfois, j'ai des personnes qui me disent « Mais pourquoi vous faites pas du yoga ?» Mais parce que je peux pas tout faire. Et que ça me convient. Pourquoi je vais laisser telle chose que j'ai vue ? Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. J'ai des amis qui en font, qui sont très heureux, épanouis. Le principal, c'est de trouver ce qui nous correspond, ce qui nous convient. Et là, croyez-moi que le rituel, vous allez le mettre en place, mais pas simplement parce que, encore une fois, des fois, vous n'avez pas envie. Faites-le 1 minute, 2 minutes. Mais faites-le. Et le secret, c'est dans la répétition. L'entraînement restera toujours. J'apprends le chinois également ici. Le chinois, on vous fait répéter. Alors c'est vrai que c'est dur pour nous avec un esprit occidental parce qu'on veut comprendre. Mais parfois on veut tellement comprendre qu'on ne laisse pas le temps au corps ou à l'esprit de faire un switch. C'est de dire mais il s'est passé quelque chose parce que vous avez répété. Et d'ailleurs, dans une de tes leçons, tu me disais, mais comment on peut faire ? Ça, c'est un outil puissant également, le switch, dans la pensée positive, qui n'est pas de la pensée positive, c'est pas dire que tout est rose. Évidemment, je peux pas dire ça, surtout dans la période. Évidemment que tout n'est pas rose. En revanche, c'est la pensée positive, c'est utiliser ce qui se passe bien dans la journée, même si c'est 1 minute, les petits bonheurs pour permettre de passer en fait les choses négatives ou les choses qui sont moins agréables. C'est ça. Et donc c'est recharger cette pensée positive. Et donc c'est au lieu de focaliser sur ce qui ne va pas, c'est focaliser sur les espoirs. Parce que là, ça vous emmène dans l'action justement. Et donc dans le rituel. Et donc dans l'entraînement. Et donc, pour moi, c'est des choses importantes. Moi, c'est comme ça que je conçois en fait le travail personnel, que ça soit professionnel ou personnel d'ailleurs, ou spirituel, peu importe comment on l'appelle. Mais c'est vraiment cette notion d'entraînement, d'acceptation de ce qui est, et de dire qu'est-ce que je peux mettre en place. En tout cas, tout ça avec nos propres... est super passionnant. Mais j'arrive malheureusement à ma dernière question. Avec notre propre frein. Oui, pardon, vas-y. Juste, excuse-moi Stéphane, je vais dire, juste en prenant compte de nos freins. Et c'est pour ça que je le dis, être résilient, ça dépend de nous, parce qu'on a des freins différents. Et c'est pas grave, on en a tous.
L'idée, c'est simplement justement de ne pas se comparer et de se dire, eh ben, je vais faire avec mes propres freins, je vais dépasser mes propres freins. Donc, trouver son chemin pour trouver l'équilibre. Et alors, donc, pour revenir à ma dernière question, pour ceux qui nous écoutent, tu as parlé de rituels. Quels sont les trois principaux rituels qui aujourd'hui t'aident le plus, tirés de ton expérience personnelle ou professionnelle, mais quels sont ces trois rituels qui t'aident aujourd'hui le plus à affronter tes challenges? Alors, le premier, c'est le matin. Et ben c'est la pratique. Pour moi, c'est des trois arts. La méditation, Qigong, Tai Chi, sophrologie. Je mets tout ça dans le même, mais parce que ça dépend des exercices que je fais. Et de préférence tout ça dans la forêt ou même sur un arbre. Parce que la nature m'a permis aussi de me sortir de ce burn-out. Ça, c'est déjà le matin. Commencer de façon, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais positif. Voilà. Le deuxième, c'est de revenir régulièrement dans ma respiration. C'est-à-dire prendre conscience de ma respiration. C'est pas seulement quand on fait un exercice ou quand on se dit « Oh là là, il faut que j'y pense parce que j'ai des palpitations ». Non, c'est tous les jours. Tous les jours, régulièrement, je suis dans le bus. Ah, tiens, je vais travailler ma respiration. Parce que c'est un effort de tous les jours. Le deuxième, donc, c'est ça, qui paraît simple, mais qui est très compliqué. Ou du moins, qui est, pareil, c'est un apprentissage. Et troisième, peut-être le plus important, être toujours dans le moment présent. Parce qu'on parlait d'émotions, on parlait d'angoisse, il y a plein de choses qui surtout dans la période actuelle, qui nous donnent envie d'être, dire mon Dieu, comment on va faire? Mais on se rend bien compte que les émotions, ou du moins les angoisses, arrivent du passé. J'aurais dû faire ceci, mais le passé ne peut pas être changé. Ou alors arrive du futur. Mais si jamais il m'arrive ça, eh ben, si on revient dans le moment présent, on prend du recul sur les choses. Et en étant dans le moment présent, on peut effectivement prévoir quelque chose beaucoup plus sereinement. Donc c'est le rituel du matin, c'est la respiration, toujours penser à mon corps, la pleine conscience, toutes ces choses-là. Et troisièmement, le moment présent, qui pour moi est une clé, j'allais dire, universelle. Okay. Et je voulais quand même te donner l'occasion de parler de ton dernier livre. Puisque tu en sors un 8e, en quelques mots, de quoi ça traite et qu'est-ce qui nous donnerait envie de le lire? Alors, en quelques mots, déjà, il faut que je sois précis. Il devait sortir au mois de septembre, mais situation sanitaire oblige. Il est tout prêt, il est tout beau, il plaît beaucoup, du moins à mon éditeur. J'espère qu'il plaira aux auditeurs. Il sera dans les bacs au printemps. Parce que l'idée, c'est de proposer, en fait, de changer de regard sur la forêt et les arbres, changer de regard sur la nature et optimiser les bienfaits de la nature. Parce que moi, je pratique la sophrologie, je pratique le Qigong dans la nature. Quand j'ai eu mon burn-out, c'est la forêt qui m'a permis de faire le point sur ma situation, de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et pourquoi? Parce que c'est un endroit, c'est une sorte de cabinet de réflexion au naturel. Donc là, c'est toutes les pratiques, méditation, Qigong, également des questions de coaching que l'on peut faire sur un chemin que l'on connaît, trouver une autre façon en fait de se redécouvrir en même temps que de redécouvrir la nature. Et comme je voudrais que ce livre parle également aux gens qui ne sont pas sensibles aux arbres, parce que il y a des gens qui ne le sont pas et c'est tout à fait, on va pas les critiquer quoi. Et ben c'est toute la première partie, c'est je propose de changer de regard sur la nature. Avec, ici on n'est pas très loin du Japon, le Shirin-yoku ou bain de forêt le terme a été inventé au Japon justement avec des forêts thérapeutiques. Et bien justement voir toutes les études qui permettent de dire oui concrètement pourquoi la forêt me fait du bien, pourquoi sortir ça me fait du bien, aussi bien neurologiquement qu'émotionnellement. Donc la première partie c'est changer de regard sur la nature. Une fois qu'on s'est dit ah ouais effectivement, allez je vais essayer, et ben je propose un vrai parcours
tiré de mes dizaines d'années à le faire dans la nature, et puis depuis 2 ans ici où je le pratique tous les jours dans la forêt tropicale. Ben, j'ai voulu mettre ça dans un livre pour dire oui, on peut changer de relation à la nature et on peut optimiser les bienfaits réels de la nature. Il est le titre est encore en débat. Parce que vous savez, ça aussi c'est quelque chose avec un éditeur. Vous avez votre titre dans la tête, mais l'éditeur n'a pas forcément la même idée. Donc c'est un échange. Voilà, c'est un échange. Et il avait son premier titre au mois de septembre. Et puis là, comme il a été décalé, qu'on a encore un peu le temps, dire j'aimerais bien qu'on discute. Bon, ben donc du coup là, pour l'instant, on laisse le suspense. En tout cas, quand il sortira, j'espère qu'on aura le titre. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir d'en parler parce que je pense que c'est un sujet qui est formidable de ce retour à la nature, aussi pour se ressourcer, pour se déconnecter et se reconnecter. Il ne me reste plus, Alain, qu'à te remercier pour cet échange que j'ai trouvé vraiment passionnant, enrichissant à travers ton histoire dans notre monde occidental et puis maintenant ce que tu vis dans ce monde oriental. C'était vraiment passionnant. Merci pour tes petites astuces, pour ton dynamisme que je connais bien. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être à Taïwan ou peut-être à Paris, qui sait. Avec grand plaisir, je reviens régulièrement, donc ça sera un plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté et puis surtout, mettez-vous en équilibre, soyez dans le moment présent et vous voyez, on peut faire de la méditation et être avec une bonne énergie. Alain, ciao, ciao. Merci à tous et merci beaucoup. À bientôt.